OK, nous allons diviser le cours en deux parties. Pour le moment, la deuxième partie n'est pas prête. Dans le temps qu'on finisse la première partie, on saura seulement le contenu de la deuxième partie. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique, mais c'est vous qui allez faire le gros du travail. Parce que il s'agira d'appliquer les notions que vous aurez apprises dans la partie 1. Dans le libellé du cours, c'est génie logiciel. Dans la première partie du cours, nous allons faire une introduction générale. Le chapitre 1 va porter sur les définitions, les principes et le processus du génie logiciel. Nous allons analyser les besoins, comment analyser les besoins et les spécifications des logiciels. Comment faire l'analyse technique de conception d'un logiciel. Ensuite, comment faire les vérifications. Nous présenterons quelques règles de vérification. Les chapitres sont courts. Du coup, vous pouvez, avec 30 pages, vous finissez les 4 chapitres. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et pour ceux qui ont besoin de support du cours, il n'y a pas de support de cours en tant que tel. Je vais vous envoyer ce PDF. Il n'y a pas de PowerPoint. En termes de référence, vous pouvez utiliser ce PowerPoint, ce PDF. Un instant, je vous le partage. Comme ça. Okay. Donc, vous pouvez utiliser ce PDF-là dont le titre, c'est Support de cours de génie logiciel. C'est par le docteur Raphaël en 2019. Et puis, donc voici le lien. Je vais également vous envoyer ce support de cours. Il est détaillé parce que ça fait 89 pages. Donc, ce que je ne dirai pas dans le cours, vous pourrez le retrouver dans le support de cours du docteur Raphaël. Okay. Donc, et utilisez la connexion Internet que vous avez pour faire votre propre recherche sur ce jeune logiciel. Pour ceux qui ont commencé le cours de PE1 avec moi, je n'ai pas donné le support de cours. Il y a déjà assez de ressources, surtout dans l'enseignement de l'informatique. Il y a déjà assez de ressources en ligne que c'est bien si l'élève, l'étudiant, essaie de rechercher par lui-même ce support et puis lire. Donc, en classe, nous faisons juste une présentation générale. En lisant les supports de cours, si vous avez un souci, vous pouvez poser la question. Même si ce n'est pas dans le support du cours que nous sommes en train de suivre. Ça vous permet un peu d'explorer d'autres idées, au lieu d'être simplement figé sur un support particulier. Dans les 4 chapitres, peuvent être abordés durant cette semaine, très facilement. L'introduction générale du cours, c'est en fait la description du cours. La gestion d'un projet informatique nécessite à la fois des connaissances techniques et des connaissances de gestion de ressources. Jusqu'à là, vous avez écrit des programmes, mais la compétence en langage de programmation n'est pas suffisante pour écrire tout un projet informatique. Vous avez besoin de connaissances techniques et des connaissances de gestion de ressources, c'est-à-dire la capacité de contrôler le projet et de superviser les personnes qui y travaillent. OK, donc la gestion du projet va impliquer la supervision de personnes qui travaillent dans ce projet-là. Quelles sont les techniques, quels sont les outils dont vous disposez pour suivre votre projet? Il existe une très grande différence entre la réalisation d'un programme
d'une dizaine de pages et la réalisation d'un projet représentant, par exemple, quelques centaines de pages de programme. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit un programme avec une dizaine de fichiers. Je suppose que oui, ceux qui ont fait peut-être le cours de programmation au cours de l'année dernière, c'était pas. Pour projet tutoriel de programmation, oui. Pour ceux qui l'ont soumis, ils ont certainement fait un programme à une dizaine de pages. Pour ceux de niveau 2, je ne sais pas. Donc, comment passer d'une dizaine de pages à une centaine de pages à écrire? Quand je parle de pages, je parle de fichiers. Dans le premier cas, l'ensemble du programme est maîtrisé par une seule personne. Dans le cas de quelques fichiers, vous pouvez le faire tout seul. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a une centaine de fichiers à gérer. Donc, il a résolu de nouveaux problèmes qui ne sont pas uniquement des problèmes de programmation. Donc, vous pouvez être un bon programmeur, mais si vous ne savez pas gérer un projet composé de centaines de fichiers, vous pouvez réaliser un projet qui aura tellement de bugs et puis dont la maintenance sera difficile. Donc, l'objectif du cours ici, c'est de donner et d'apporter aux étudiants les techniques, les méthodes leur permettant de maîtriser les délais. Donc, les projets de développement de logiciels, dans la majorité des cas, souffrent des problèmes de respect des coûts. Nous allons donner un exemple pour ça. Et puis, donc, les projets de logiciels souffrent des coûts prévus. Dans la plupart des cas, on finit toujours par payer plus que ce qui a été prévu. Il y a les problèmes de délai. Les logiciels ne sont pas toujours délivrés selon les délais. Et il y a la non-conformité du logiciel développé aux besoins exprimés par les utilisateurs. Ça, c'est un point très important parce que vous allez vous rendre compte que quand vous allez finir de développer un logiciel, suivant même votre cahier de charge, les utilisateurs finaux ne vont même pas se reconnaître dans les fonctionnalités que vous aurez faites. Après, ils vont vous demander de complètement reprendre. Mais il y a des méthodes que vous pouvez adopter afin d'éviter cela en faisant peut-être des intégrations continues. Nous allons voir quelques méthodes que vous pouvez adopter afin d'éviter ce genre de désagrément. Pour qu'à la fin, l'utilisateur ne se reconnaisse pas dans les fonctionnalités que vous avez développées. Ça arrive dans la majorité des cas, mais il y a des techniques qui permettent d'éviter cela. Okay. Ce cours va apporter les techniques, les méthodes, outils vous permettant de maîtriser les délais, de respecter le cahier de charge, d'évaluer les coûts et ressources, d'évaluer les coûts et ressources nécessaires pour un projet. C'est un aspect un peu difficile parce que comment évaluer les coûts et les ressources nécessaires pour un projet. Donc, nous verrons comment évaluer les coûts en termes de personnes. Et puis, ça sera à vous de traduire cela en termes de francs CFA. À la fin de ce cours, l'étudiant devait être capable de différencier un projet de programmation et un projet de développement logiciel, d'appliquer les principes du génie logiciel dans la réalisation de ces projets de développement, de vérifier la qualité d'un logiciel, de rédiger un cahier de charges utilisateur en prélude à un projet de développement de logiciel, de vérifier un programme, de rédiger un plan de test et de suivre ce plan pour tester et valider le logiciel. Comme c'est un cours de 3 crédits, il serait difficile de vous demander de réaliser un logiciel afin de fournir, de vérifier, de rédiger un plan de test et de suivre ce plan de test pour valider le logiciel. Donc, ce que je vais proposer, nous allons ensemble étudier cela.
Ce que je vais proposer, c'est que vous allez prendre un logiciel que vous avez soit implémenté dans un cours, okay? Un logiciel que vous avez implémenté dans un cours, même s'il n'est pas fini, vous pouvez le considérer. Et le projet va consister à rédiger un cahier de charge pour ce logiciel, de produire une réponse technique à ce cahier de charge et puis de rédiger le plan de test pour valider votre logiciel. Donc là c'est mieux. Okay? Donc, vous n'aurez pas trop de charges à faire. Donc, pendant que nous allons présenter le cours, vous pouvez, entre groupes, réfléchir sur un logiciel que vous avez sûrement développé et produire le cahier de charge pour ce logiciel-là. Donc, nous allons présenter les principes généraux, les techniques spécialisées qui s'appuient sur ces principes, des méthodes qui relient plusieurs techniques en un tout cohérent. OK, pour ceux qui auront fait UML, ça va aider. Des outils qui supportent les méthodes. Les plus complexes sont appelés ateliers de génie logiciel. En fait, pour vraiment faire du génie logiciel, vous avez besoin des outils qui sont dits ateliers de génie logiciel. Et il y a un cours qui est spécialisé là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé ou bien c'est au second semestre. Je vous écoute. Au second semestre aussi. OK, ça marche. Donc, nous allons en quelque sorte énumérer ou bien juste présenter leurs fonctionnalités, les noms. Et dans le cours d'atelier génie logiciel, on va vous montrer leur utilisation. Donc, pour ceux qui voudront, ils peuvent déjà aborder ces outils. Donc, ce sont des outils assez complexes et la majorité est payante. On verra comment s'il est possible d'obtenir des versions d'évaluation. Mais nous n'irons pas en profondeur dans ces outils-là. C'est au cours d'atelier de génie logiciel de vous présenter ces données. Nous allons nous limiter aux méthodes utilisées par ces outils-là. Je crois peut-être qu'une bonne idée serait complètement de fusionner ces deux cours et puis mettre même 4 crédits. Parce que OK, y a-t-il des questions par rapport à la description du cours, l'objectif et puis, bref, tout ce qu'on a dit là? OK, pas de questions. Je vois. Bon, monsieur, moi j'ai une question, monsieur. Oui. Monsieur, j'ai entendu lorsque vous avez expliqué, vous avez parlé de cahier de charge, monsieur. J'aimerais savoir un peu quelle est la différence, parce que je n'ai pas encore vraiment une vision claire du cours, monsieur. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le cours de projet tutoré et le cours de génie logiciel, monsieur. Quelle est vraiment la différence, monsieur? Vous voulez savoir la différence entre cahier de charge et le projet tutoré de programmation? Non, monsieur, entre génie logiciel et le cours de projet tutoré, monsieur. Quelles sont les différences entre les deux cours? OK, c'est Yann qui parle. La différence entre le projet tutoré et le cours de génie logiciel. OK. Oui, monsieur. Vous avez déjà fait le cours pour le projet tutoré? Oui, monsieur, l'année passée. Et quel était le contenu? Nous avons rédigé un cahier de charge avec tout ce qui va avec, monsieur. C'était juste ça, on avait un projet sur lequel on travaillait. Et puis nous avons rédigé le cahier de charge, on a appris comment le faire.
Maintenant, monsieur, j'aimerais savoir, donc, parce que vous avez parlé de cahier de charges dans ce cours, j'aimerais savoir est-ce que ce sera la même chose, bien quelle est la vision du cours par rapport au cours de projet tutoriel, monsieur? Quelle est la différence entre les deux, monsieur? OK. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu? Oui, en fait, je comprends ta question maintenant parce que dans le cours de projet tutoriel de programmation que vous avez fait, on vous a présenté les cahiers de charges et puis tout ce qui va avec. Euh, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, ce de Douala, le cours de projet tutoriel de programmation ne portait pas sur les cahiers de charges et puis tout ce qui va avec. En fait, c'était pas ça l'objet du cours de projet tutoriel de programmation. Un instant là, je sais ça ouvrir. C'est pourquoi ma machine RAM. Qui vous a donné ce cours-là, Ananga? Monsieur, on a fait le cours là avec un ingénieur de l'UPAC, là, monsieur. OK. Hmm. Ah, c'est bon. En fait, je cherchais la description du cours de projet tutoriel. Bref, nous, on n'a pas vu ça. Donc, pour ceux qui étaient de Douala, on a présenté, en fait, on a présenté euh, des langages de programmation qui est utilisé pour la création d'un logiciel, d'un projet. Et l'objectif était de créer un projet en utilisant UML, tout ça, le code. Et puis à la fin, il y a eu un projet à rendre. En fait. Et c'est vrai que dans le projet, il fallait ajouter un fichier qui décrivait le. Mais ce n'était pas vraiment le cahier de charges en tant que tel, avec la réponse technique. Monsieur, je crois les liens du cours sont encore disponibles sur votre canal YouTube. Si besoin, si besoin, vous pouvez partager pour que ceux qui sont intéressés puissent regarder. Les vidéos sont encore disponibles. Consultables, je veux dire. Oui, en fait, je comprends. C'est juste pour lui dire que la différence, il risque de ne pas donc avoir de différence avec le cours de projet tutoriel de programmation et c'est, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, je ne sais pas, l'enregistrement. Okay. Donc, l'échec de grands projets durant les années 70 a mis en évidence des problèmes de gestion de projets logiciels. Ces projets, en effet, n'ont pas échoué parce que des programmeurs étaient incompétents. Il y avait de très grands programmeurs, même dans les années 70. La faute en revenait aux techniques de gestion mises en œuvre. Celles-ci, issues des petits projets, n'étaient pas adaptées aux grands. Le logiciel était livré en retard. Le logiciel n'était pas fiable. Il coûtait plusieurs fois l'estimation d'origine et en général faisait état de pauvres performances. Nous verrons quelques exemples de logiciels qui ont subi ces échecs-là. Okay. Donc, même quand le logiciel était livré, il coûtait extrêmement cher. Il était livré en retard et à la fin, il n'était pas fiable. Donc, d'où l'idée de définir des méthodes, techniques et outils devant permettre de mieux gérer les ressources, les délais, les coûts, les qualités des logiciels produits.
Donc, voici l'état du génie logiciel dans les années 60 et 70. Donc, on arrive à la crise du logiciel. Malgré les évolutions réalisées dans les années 60, on note qu'au fur et à mesure que les coûts de matériel diminuent, les coûts de matériel informatique augmentèrent. Donc, les coûts et les délais des projets logiciels ne sont presque plus maîtrisés. On parle de crise de logiciels dans les années 60. Dans le matériel informatique, les coûts réduisaient, mais la réalisation d'un programme informatique avait des coûts énormes. Donc, cette crise se caractérise par des symptômes suivants. Donc, quand on vous pose la question, qu'appelle-t-on crise de logiciel? Il s'agit simplement d'un phénomène où les coûts du matériel diminuaient et les coûts des programmes informatiques augmentaient. Donc, il y avait complètement une différence là dans le fait que les logiciels ne respectaient pas leurs coûts. Donc, le non-respect des coûts de logiciels dans les années 60 a entraîné la crise du logiciel. Donc, cette crise se caractérise par la mauvaise qualité des produits. Quand je parle de produits, je parle de logiciels, bien sûr. Les produits ne répondent pas aux besoins définis par les utilisateurs et des erreurs résiduelles persistant dans le produit final. La mauvaise qualité du produit. Il y avait l'absence de maîtrise des projets au niveau du coût et des délais. C'est très important. Il y avait les logiciels contenaient trop d'erreurs, en qualité de logiciel insuffisante. La maintenance des logiciels était complexe et coûteuse en maintenance. Les délais de réalisation étaient généralement dépassés. Donc, c'est en quelque sorte l'absence de maîtrise du projet. On délivrait toujours le logiciel dans les délais dépassés. Les logiciels n'étaient pas faciles à utiliser, avaient des interfaces homme-machine quasi inexistantes. De plus, une étude réalisée en 1983 montre que, ça c'est juste une statistique, que 43% de logiciels sont livrés et non utilisés, 28% étaient payés et non livrés, 19% étaient utilisés tels quels, 3% utilisés sans modification et seulement 2% avec modification. Donc, on se retrouvait en fait dans une tranche de moins de 20% de logiciels qui étaient effectivement, qui entraient vraiment dans, disons, qui étaient vraiment utilisés, rien que 20% de logiciels. Donc, dans la majorité des cas, le logiciel était toujours abandonné. Donc, les coûts de maintenance dépassent ceux du développement. Le coût d'une erreur parfois dépasse le coût du système. Ça, c'est dans les... Donc, une erreur, par exemple, de programmation produisait peut-être des dégâts qui coûtaient beaucoup plus cher que le coût complet du système. Et à la limite, on se pose la question si le développement en valait la peine. Donc, les risques humains et économiques de ces défaillances sont très importants, comme l'illustrent les quelques exemples suivants. Vous avez le projet Touros. C'est un projet informatique de la bourse londonienne. Et ce projet a été abandonné après 4 années de développement. Et environ près de 100 millions de livres sterling ont été, disons, en quelque sorte dépensés dans ce projet-là. Ça fait beaucoup de milliards de francs CFA. Donc, il y avait la non-différenciation entre un avion civil et un avion militaire a causé la mort de plus de 280 personnes. C'était une erreur du logiciel, en fait. Et puis, la guerre du Golfe et un Airbus iranien avaient été abattus. Je crois même l'année dernière, on a parlé d'une erreur comme ça qui a
dont on a confondu. Donc, une série de coupures affectait les téléphones, les abonnés du téléphone de l'État de Virginie à cause de la modification de 3 lignes de code parmi des millions qu'il en possédait. Okay. Donc, lorsque vous modifiez un code qui a déjà fait quelques années, il est un peu difficile de savoir peut-être la raison pour laquelle vous avez mis ce if. Donc, pour répondre à cette crise, on a pensé à l'industrialisation de la production du logiciel. C'est-à-dire que l'organisation des procédés de production des équipes de développement avec un plan de qualité rigoureux. Donc, il fallait suivre ce plan de qualité afin d'éviter de tels problèmes dans l'avenir. Donc, ça, c'était l'état du logiciel dans les débuts du développement informatique. D'où la nécessité de créer un ensemble de techniques que les programmeurs devraient suivre afin d'éviter ce genre de problème en production. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'un problème purement de programmation ou de technique. Du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'un programmeur pour gérer la production d'un logiciel. Okay? Donc, normalement, le cours de génie logiciel est un cours théorique, en fait. Il est purement théorique. Ça permet à des non-informaticiens de s'enquérir des méthodes de production de logiciels et ainsi diriger des équipes. Donc, on ne s'adresse pas forcément à des programmeurs ici. Bon, en tant que programmeur, vous devez connaître ces méthodes-là. Si vous évoluez plus tard dans la gestion des projets, c'est également une filière que ceux qui finissent en GL peuvent faire. Donc, la définition, c'est quoi génie logiciel? Génie logiciel est un domaine des sciences dont la finalité est la conception, la fabrication et la maintenance. OK. La maintenance des systèmes logiciels complexes, sûrs et de qualité. En anglais, on parle de software engineering. Okay. C'est la discipline née en réponse à la crise du logiciel. Donc, en réponse à la crise du logiciel, on a créé la discipline génie logiciel. Il se caractérise par une approche rigoureuse et systématique à la construction de logiciels. En fait, il n'y a pas qu'une seule méthodologie. Vous pouvez adopter plusieurs méthodologies et puis de nos jours, il y a plusieurs approches. Mais ces approches sont définies de façon rigoureuse. Et si vous les suivez, vous éviterez un certain nombre de problèmes. Donc, cela permet de maîtriser la production de logiciels qui n'est pas en fait possible par une seule personne. Aujourd'hui, les économies de tous les pays développés sont dépendantes des systèmes logiciels. Donc, le GL se définit souvent par opposition à la programmation, c'est-à-dire la production d'un programme par un individu unique. C'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et dans le cas du GL, il s'agit de la fabrication collective d'un système complexe. Donc, le cahier de charges et le cahier de tests, tout ce que vous allez proposer au logiciel développé devra, vous le ferez en groupe. Donc, à la fin de ce cours, vous pouvez prendre quelques minutes là dans le... Essayez de créer des groupes et puis de telle sorte que la prochaine séance, vous pouvez déjà commencer à travailler ensemble, en fonction des connaissances qui seront dispensées. Donc, dans le cas du GL, il s'agit de la fabrication collective d'un système logiciel concrétisé par un ensemble de documents de conception. Je vous dirai quels sont les documents que vous devez fournir, de programmes et des jeux de tests avec souvent de multiples versions. Okay.
Le génie logiciel est donc l'art de spécifier, de concevoir, de réaliser et de faire évoluer avec des moyens et des délais raisonnables des logiciels, modèles, programmes, documentation de qualité pour la résolution des problèmes. Dans le cours théorique, il s'agit d'un art qui vous permet de spécifier, de concevoir et de réaliser, de faire évoluer. C'est vrai que je ne suis pas très à l'aise à donner des cours théoriques. Beaucoup plus des étudiants, j'aime beaucoup plus l'aspect pratique. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, quand on m'a demandé de donner le cours de GL, je l'ai toujours refusé, même l'année dernière. Bon. OK, nous allons faire avec cet aspect théorique, du coup, de GL. La nature du logiciel. Okay. La nature du logiciel. L'une des raisons qui favorise qui a favorisé la crise du logiciel, c'est aussi la nature même du logiciel. Donc, le logiciel est un objet immatériel. Okay? C'est-à-dire que pendant son développement, il est très malléable au sens de faciliter la modification. C'est-à-dire que c'est très facile de faire des modifications sur le logiciel parce qu'il est immatériel. Donc, ce n'est pas comme si vous avez donné une forme rectangulaire à un objet physique et pour le transformer en une forme, disons, en rectangle. Cela va demander, en fait, trop de travail. Puisque le logiciel, il est immatériel, une simple modification d'une boucle, par exemple, if par une structure de contrôle if, par une boucle pour complètement changer la nature, le comportement de votre logiciel. Donc, ça fait que la modification est très facile du fait que le logiciel est immatériel. Ces caractéristiques attendues sont difficiles à figer au départ et souvent remises en cause en cours de développement. Vous allez observer cela quand vous allez gagner quelques marchés de programmation. Vous allez vous rendre compte que le cahier de charges qu'on vous donne, si vous repartez juste 2 semaines plus tard pour présenter jusqu'à où est-ce que vous avez déjà avancé, la personne peut compléter. Dans la plupart des cas, il change d'avis et l'explication qu'il vous donne, du point de vue du programmeur, vous avez l'impression comme c'est complètement différent de ce qu'il a dit il y a de cela 2 semaines. C'est vrai qu'il y a une méthodologie, il y a une approche qui consiste à délivrer vos fonctionnalités, disons, une à une. Donc, ça vous permet en quelque sorte de demander l'avis de votre client à chaque étape du développement. Donc, comme ça, vous ne remettez pas un logiciel fini du début jusqu'à la fin. Okay? Vous faites les livrables progressifs. Donc, ça, c'est la méthode que j'utilise beaucoup plus. Les défaillances et erreurs ne proviennent ni de défauts dans les matériaux, ni de phénomènes d'usure dont on connaît les lois, mais d'erreurs humaines inhérentes à l'activité de développement. Donc, le logiciel ne s'use pas, il devient obsolète. Ça veut dire que ce n'est pas à force d'utiliser le logiciel qu'il s'use. Ouais, si vous prenez l'exemple d'un document ou bien si vous prenez l'exemple d'un objet physique, plus vous l'utilisez, plus il se dégrade au sens strict du terme. C'est-à-dire que après avoir utilisé votre téléphone un certain nombre, vous allez voir que soit l'écran dérange, soit la batterie dérange, ainsi de suite. Donc, ces objets se dégradent. Mais le logiciel en question, ce n'est pas parce que vous l'utilisez qu'il s'use. Il devient plutôt obsolète en ce sens que des meilleures versions, des versions concurrentes
font peut-être la même fonctionnalité de façon plus optimale. Donc, dans ce cas, votre logiciel devient obsolète. L'objectif du jeune logiciel, c'est donc de maîtriser les coûts et les délais. C'est dans la définition même de ce que c'est que le jeune logiciel, d'améliorer la productivité de l'équipe et de fournir une assurance sur la qualité du produit livré. Okay. Donc, améliorer la productivité, il y a des outils comme GitHub qui sont largement déjà utilisés et qui font déjà partie intégrante de ces approches-là pour faire du bon génie logiciel. En fait, il entre dans les outils qu'on appelle version control. Donc, le génie logiciel se préoccupe également des procédés de fabrication de logiciels de façon à s'assurer que les 4 critères suivants soient satisfaits. Donc, les 4 critères à satisfaire par le génie logiciel en tant que discipline, de coût, la qualité, fonctionnalité et les délais. Il y aura une méthode qui vous permet de définir les coûts, les qualités, les fonctionnalités. Le système qui est fabriqué répond aux besoins des utilisateurs. Correction fonctionnelle. La qualité correspond au contrat de service initial et le coût reste dans les limites prévues au départ, avec suivant une marge. Les délais restent dans la limite prévue au départ. Donc, ça, ce sont les règles à respecter par tout génie logiciel en tant que discipline. Donc, lorsqu'il y a une approche, on doit pouvoir respecter les coûts, la qualité, les fonctionnalités et les délais du logiciel. Nous sommes encore dans les définitions. Le logiciel est en forte relation avec presque tous les autres domaines de l'informatique. Okay. Donc, langage de programmation, modularité, orientation, objet et parallélisme, base de données, modélisation informatique, théorique, automate, réseau. En d'autres termes, ça veut dire que même si vous êtes un programmeur pur, vous avez besoin du génie logiciel. Et même ceux qui font dans les bases de données, en quelque sorte, donc le génie logiciel va intervenir de ce côté-là pour la modélisation des données, ceux qui font également dans l'informatique théorique. Il est aussi en relation avec d'autres disciplines de l'ingénierie des systèmes et gestion de projets, sûreté et fiabilité, etc. Dans les principales branches du GL couvrent la conception, la validation, la gestion de projets et l'assurance qualité, les aspects socio-économiques. Okay. Donc, c'est pourquoi je disais au départ que même celui qui n'est pas purement dans la programmation, en fait, peut apprendre le génie logiciel parce qu'il va se retrouver dans la rubrique gestion des projets pour s'assurer de la qualité du projet ou bien les aspects socio-économiques. Okay. Lorsqu'il s'agira des coûts, peut-être l'étude des coûts de logiciel, ça n'implique pas simplement votre compétence à programmer. Il y a certains aspects à prendre en compte quand il s'agit de définir les coûts. Et là, pour cela, vous n'avez pas forcément besoin d'un programmeur. Et pour les aspects sociaux, par exemple, lorsqu'il faut définir les interfaces homme-machine, là, vous avez besoin des personnes qui ont étudié en fait le comportement humain par rapport à ceux qui ont des problèmes
Donc, la définition de l'ergonomie, tous ces aspects-là, pour avoir une bonne interface homme-machine, dans ce cas, vous n'avez pas forcément besoin d'un informaticien. Et donc, du coup, le GL doit pouvoir prendre cela encore. Donc, les techniques du GL lui permettent de produire une variété de types de systèmes. Les gros systèmes de gestion, les systèmes d'information, c'est le plus répandu en fait. Système, le plus souvent des systèmes transactionnels conçus autour d'une base de données centrale. Dans les systèmes de gestion conçus autour d'une base de données centrale, vous avez les systèmes en temps réel qui doivent répondre à des événements dans des limites de temps prédéfinies et définies. Dans les systèmes distribués sur un réseau de machines, les systèmes embarqués, etc. Donc, dans tous ces systèmes-là, pour produire de tels systèmes, on utilise également les techniques du GL dans la production de ces systèmes. Donc, de façon générale, dans tout ce qui est discipline d'ingénieur, vous avez le génie logiciel qui se retrouve d'une façon ou d'une autre. Dans les principes du GL, il y en a 4 là. Oh, 7, il y en a 7. 7 principes fondamentaux. Sept principes fondamentaux. La rigueur. La production de logiciels doit se conduire avec une certaine rigueur et le résultat de cette activité de création doit être évalué rigoureusement avec des critères précis. OK, donc il faut de la rigueur dans la production de votre logiciel. La séparation des problèmes. OK. C'est une règle de bon sens qui consiste à considérer séparément différents aspects d'un problème afin d'en maîtriser la complexité. Donc, l'approche ici, c'est de subdiviser le problème que vous souhaitez résoudre avec votre système d'information ou bien système embarqué. Vous pouvez le jeu de logiciel vous permet donc de découper cela. En fait, le principe, c'est de séparer votre système en des sous-problèmes. Et vous attaquez à un problème, vous étudiez complètement sa conception jusqu'à vous fournissez comment est-ce qu'on vérifie la qualité du code et puis comment est-ce qu'on effectue des tests, et ainsi de suite. Vous avez la modularité, découper le système en sous-systèmes plus simples appelés modules. Ceci permet de séparer le contenu et les relations entre les modules. Cette modularité facilite également la réutilisation de composants bien définis. Au début, c'est un peu difficile de découper votre système en sous-systèmes sous forme de modules. Ceux qui commencent la programmation, en fait, ceux qui commencent à développer des gros logiciels ont l'habitude de mettre toutes les fonctionnalités dans un même module. Ce n'est pas une bonne approche. Vous devez être en mesure de découper votre système en plusieurs modules. Donc, la rigueur est là. Cette modularité facilite la réutilisation des composants bien définis. L'abstraction, elle consiste à ne considérer que les aspects jugés importants d'un système à un moment donné, en faisant abstraction des autres aspects. Okay.
Là, vous prenez en compte juste les aspects importants. Les aspects importants de votre système. C'est à vous de définir ce que vous considérez comme important. Quel exemple je peux donner? OK, OK. OK, lorsqu'un exemple d'abstraction me viendra à la tête, je vais présenter cela. Donc, considérez uniquement les aspects qui sont jugés importants dans un système. Par exemple, circuit électronique, le modèle mathématique très abstrait va consister en une équation logique ou un assemblage de composants logiques. Le circuit, le plan physique, composants réels. Donc, pour un circuit électronique, le modèle mathématique, c'est-à-dire que l'équation logique va être l'aspect qui est jugé, en fait, le plus important. L'aspect le plus important sera votre équation logique. Alors, si vous donnez cette équation logique à une société de fabrication d'objets électroniques, alors ils peuvent vous reproduire votre circuit électronique. Les détails tels que le matériel, par exemple, qui sera utilisé, ainsi de suite, tout cela, vous n'avez pas besoin parce que en fonction de la maison qui fabriquera votre produit électronique, ils pourront définir disons, il y a la durabilité du composant, ainsi de suite, tout cela. Mais de façon abstraite, si vous avez votre équation logique, on peut fabriquer votre circuit électronique. Par exemple, si vous avez pour assembler les composants logiques, vous pouvez donner la structure physique de vos composants, c'est-à-dire tel que vous souhaitez que ces composants soient structurés. Là, vous présentez les composants physiques. Donc, c'est à vous de définir ce qui est abstrait, ce qui est important dans la définition de votre système. Donc, l'anticipation du changement, un logiciel est presque toujours soumis à des changements continuels, correction d'imperfections et évolution en fonction des besoins. Donc, puisque votre logiciel est supposé évoluer, il faut prendre des précautions afin d'anticiper ce changement-là. Okay? Donc, il y a en fait en informatique une règle qui dit, je crois, on écrit le code une fois et on le lit, je crois, peut-être. Il y a un terme là qui permet de dire que tu l'écris une fois, mais tu le lis plusieurs fois. Et également des mèmes qui sont publiés là sur Facebook qui disent vous allez voir une partie du code là publié sur ces réseaux sociaux et puis la personne va dire quand j'écrivais ce code, j'étais avec, il y avait moi et puis je l'écrivais avec Dieu, mais à présent, c'est Dieu seul qui comprend ce que ce code fait. Donc, une façon de dire que à l'instant où vous écrivez votre code, vous savez exactement ce que ce code fait. Et après quelques années, Dieu seul sait ce que ce code-là faisait. Donc, il faut anticiper le changement. Comment anticiper les changements? Comment faciliter les corrections d'imperfections, d'évolution et en fonction des besoins. Il faut donc prévoir, faciliter et gérer ces évolutions inévitables. Donc, comment localiser les changements, la gestion des versions de modules. C'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui qui vous facilitent la gestion des versions de modules. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de GitHub. C'est pratiquement le logiciel, en fait, c'est tout un système de gestion des versions qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui.
Donc, si vous ne connaissez pas GitHub, je vous conseillerais de jeter un coup d'œil sur GitHub et de voir son utilisation. Vous pouvez déjà même commencer à l'utiliser pour vos simples codes, même pour vos simples projets de programmation. Ça vous permet de retracer différentes versions, en quelque sorte. Et c'est gratuit, donc profitez. Si vous faites une modification, il pourra vous dire, il pourra retracer les modifications au fur et à mesure et vous faites des commits. Générosité. Il est parfois avantageux de remplacer la résolution d'un problème spécifique par la solution d'un problème plus général, paramétrable. La programmation générique, on le voit dans le cours de PO2. Il veut tout simplement dire que lorsque vous souhaitez résoudre un problème, si vous pouvez identifier un problème beaucoup plus général, en fait, un problème qui généralise votre problème spécifique, alors écrivez le code afin de résoudre ce problème général. Et ce problème, ce code est en fait paramétrable. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple très simple. Je souhaite écrire une liste, en fait, je vais écrire un code qui permet de trier, disons, une liste d'entiers, OK? Supposons, OK, je veux trier une liste d'étudiants, OK? Mais si vous regardez très bien ce code, vous pouvez écrire votre code qui permet de trier une liste d'étudiants. Mais ce problème, il est spécifique à la liste d'étudiants, c'est-à-dire qu'on vous passe la liste d'étudiants. Il est spécifique. La générosité consiste à dire, pour trier une collection, j'ai en fait besoin de la collection et du critère de comparaison. En fait, c'est ça le principe du tri. Donc, j'ai besoin de connaître la collection. Ça peut être une liste d'étudiants, peut-être la liste de mes transactions financières et puis tout ce que vous pouvez considérer comme liste. Et la condition, le critère de comparaison sera de préciser soit supérieur ou bien soit inférieur. Vous devez préciser le critère de comparaison. Comment est-ce que je sais que deux éléments, comment est-ce que je sais que pour deux éléments donnés A, B, quel est le plus grand, quel est le plus petit? Si on vous donne ces deux paramètres, alors vous pouvez écrire un code qui fait du tri sur n'importe quel type de collection pourvu qu'on vous donne le critère. Vous voyez que je parle du problème spécifique pour écrire un code qui est beaucoup plus général. Et avec votre code qui est général, qui obéit à la générosité, si ce code est peut-être inclus dans un projet général, la personne pourra appeler votre code pour trier, par exemple, les étudiants. Oh, j'ai besoin de trier les étudiants et je voudrais trier par, disons, par moyenne. C'est-à-dire que je veux la moyenne. Donc, je veux passer le critère. La définition du critère dépend de votre langage de programmation. Donc, c'est spécifique au langage de programmation. Vous passez votre collection d'étudiants et vous dites le critère, c'est la moyenne. Donc, en fonction de la moyenne, il va vous renvoyer une liste qui a trié les étudiants en se basant sur la moyenne. La même fonction peut être utilisée plus tard pour trier les étudiants, par exemple, cette fois-ci, en se basant sur le nombre de crédits totalement, le nombre de crédits qui a été pris cette année. Donc, votre fonction devient paramétrable par ces deux, devient paramétrable. Donc, en génie logiciel, on demande d'utiliser la générosité pour de tels cas. C'est avantageux. Comme ça, vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup plus robuste. Robust. Je ne sais pas si c'est en français.
robuste. OK, d'accord. Alors, la construction incrémentale, construction du système par étapes, en s'en approchant de plus en plus. OK, la construction incrémentale, nous allons voir qu'il y a des méthodes incrémentales qui vous permettent de construire votre système étape par étape. OK. Donc, nous avons là présenté quelques principes du journée de research. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai parlé déjà pendant plus de 30 minutes. Y a-t-il des questions spécifiques là? Donc, il y a 7 principes fondamentaux. Je ne sais pas si dans ce support, je crois qu'il a mis plus. Donc, c'est à vous de voir s'il a recensé plus, ça fait toujours un plus là. Critères généraux, catégorie, dimension, les principes. Principe de généralisation. OK, je crois ici, voilà, vous avez jusqu'à 8. OK, donc pour ce support de cours, il en a donné jusqu'à 8. Donc, vous pouvez toujours... Donc, ici, j'en ai mentionné 7 principes fondamentaux. Cycle de vie du logiciel, ce qu'on appelle le processus du logiciel. Dans notre domaine, il est important d'avoir un procédé de fabrication du logiciel bien défini et explicitement décrit et documenté. Je crois que attendez un peu, il y avait un exemple d'Express Union là. Je pense. Oh, OK. J'avais un exemple d'Express Union là. Je crois que c'est plutôt... OK. Okay, je vais peut-être vous demander ça la séance de demain. Je vais vérifier ça. Il est important d'avoir un procédé de fabrication du logiciel bien défini, explicitement écrit et documenté. Le développement et l'évolution d'un logiciel doivent être vus comme un processus, appelé un peu abusivement le processus du logiciel, donc software process. Ce processus est composé de sous-processus qui communiquent entre eux et dont certains évoluent en parallèle. Ça veut dire que vous avez le développement même du cycle de vie même du logiciel peut évoluer en parallèle, c'est-à-dire que les sous-processus qui composent le cycle de vie de votre logiciel. Donc, certains de ces processus peuvent évoluer en parallèle, c'est-à-dire qu'on peut les réaliser au même moment. Chaque sous-processus peut être caractérisé par ses conditions de déclenchement, les activités déployées, les ressources utilisées, les produits résultants et les critères de terminaison. Okay. Donc, en gros, lorsque vous considérez votre processus qui consiste à avoir les conditions de déclenchement, quelles sont les conditions à réunir pour débuter ma création du logiciel? Et à la fin, quel est le critère de terminaison? Si vous prenez l'exemple du logiciel, auquel au début, vous présentez quelles sont les conditions qui permettent de débuter la création du logiciel. Et vous avez le critère de terminaison, c'est que lorsque votre logiciel répond aux critères qui ont été fixés dans votre cahier de charge, OK, c'est la terminaison. Donc maintenant, à l'intérieur de ce grand processus, il y a des sous-processus qui ont aussi leurs conditions de déclenchement. Il y a en fait
des diagrammes, tout ça, qui vous permet de réaliser cela. Des diagrammes de Gantt, PET. Pour chaque sous-processus, il y aura, vous pouvez définir les conditions de déclenchement, les activités déployées, les ressources, quelles sont les ressources qui interviennent dans ce sous-processus, quel est le résultat final de ce sous-processus, et les critères de terminaison, votre terme, votre condition. Les tests qui permettent de vérifier que le produit résultant respecte la qualité du logiciel. De façon générale, le cycle de vie est la période de temps s'étalant du début à la fin du processus du logiciel. Il désigne toutes les étapes du développement de ce logiciel-là. Ça, c'est le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des étapes de développement du logiciel, de sa conception à sa disparition. Ça veut dire que même quand vous faites votre maintenance, là, elle fait partie du cycle de vie du logiciel. Donc, vous devez prévoir la maintenance dans ce logiciel. Juste à ce qu'on arrive à la terminaison, c'est-à-dire quand un logiciel est complètement abandonné, on arrive à sa disparition. Il commence avec la proposition ou la décision de développer un logiciel et se termine avec sa mise hors service. Donc, la phase de maintenance fait partie du cycle de vie du logiciel. Vous devez prévoir cette phase-là. Donc, l'architecture du processus du logiciel est définie de cette façon. Donc, ceci est défini dans le document ISO, JTC, SCT, puis WG3. Donc, voici les phases du processus du logiciel. La phase de pré-développement. La phase d'initiation du projet, le pilotage et suivi du projet, c'est là où on fait les planifications et on met en fait en place des équipes pour la gestion de qualité du soft, du logiciel, et ainsi de suite. Ça, c'est dans la phase de pré-développement. Dans la phase de développement, c'est là où on énonce les besoins en logiciel. On parle de software requirement. Vous précisez la conception architecturale, le design. Vous précisez une conception détaillée. Vous faites votre codage, vous programmez. Si la programmation a consisté en plusieurs modules, vous faites l'intégration de ces différents modules. Parfois, les modules viennent sous forme de livrables et il va falloir faire une intégration. Après, il y a la réception du logiciel qui consiste à vérifier si le logiciel répond aux qualités définies dans le document de software management. Et puis, l'intégration du système, c'est-à-dire que si votre logiciel fait partie d'un système plus grand, par exemple, vous avez développé un système qui fait partie du système de gestion peut-être d'une banque. Donc, on va faire l'intégration de votre sous-système-là dans ce système global. Et puis, on procède au test. Ça, c'est la phase de développement. La phase de post-développement, l'installation, l'exploitation. Donc, durant l'exploitation, on parle de post-développement, c'est-à-dire quand votre logiciel est en cours d'utilisation déjà, et vous faites de la maintenance au fur et à mesure, et ensuite on retire juste à la mise hors service de votre logiciel. Donc, en fait, il y a trois grandes étapes, disons, dans le cycle de vie d'un logiciel. Il y a le pré-développement, il y a le développement, il y a le post-développement.
Et en fait, il y en a 3. Et durant ces phases, il y a la phase, il y a en fait les processus globaux qui accompagnent tous ces 3, qui accompagnent tout le processus de développement, en fait. Okay. Donc, la vérification et la validation se passe également durant le développement, durant le post-développement. Parce que quand vous faites de la maintenance, en fait, en quelque sorte, vous remontez dans la phase de développement et vous faites des vérifications et validation. Et la gestion de la configuration du logiciel, le développement de la documentation se fait tout au long de ces trois étapes. Et ensuite, la formation se fait également durant toute cette période de développement. Dans le cycle, la partie du cycle de vie consacrée au développement à proprement parler s'appelle le processus de développement du logiciel ou bien software process. En tant que programmeur, vous intervenez beaucoup plus dans cette phase de codage. En fait, ce que vous avez déjà appris jusqu'à présent, là, c'est la phase de codage. Difficilement, en fait, la rédaction du cahier de charge, de la description du logiciel et des fonctionnalités. Même quand vous ne le faites pas très bien, parce que les documents que j'ai reçus qui étaient censés décrire votre application donnée dans le cours de projet tutoriel même c'était pas des très bons documents. Je vais vous présenter un exemple d'un cahier de charge. En fait, quand nous allons arriver dans cette étape où on doit proposer un cahier de charge, nous allons ensemble parcourir un cahier de charge que j'ai écrit dans le cadre d'un de mes projets. Et puis, ça vous permettra d'avoir une idée sur la rédaction. OK. Mais déjà, vous avez déjà commencé à gagner quelques marchés de création de logiciels. Ceux qui sont à Douala ou bien ceux de Nanga. Ah, monsieur, nous sommes encore novices, je peux dire. Vous êtes en train de faire quoi? Monsieur, je disais que nous sommes encore novices. Ok, vous êtes encore novice. Mais si on vous propose des projets de logiciels, il faut accepter. Hein. Vous acceptez après vous me faites signe. Je crois que Monsieur Etondi, votre micro. Monsieur, c'est parce que j'ai connecté le BAF. Bon, je disais que, monsieur, si on nous propose, on va accepter. On sait qu'on a les professeurs comme vous qui peuvent nous épauler. Ouais, yeah. Faut prendre. Donc, toi, tu es à Nanga, c'est ça? Non, Bomba, il te dit. Je suis à Douala. Ah, Douala. Ok, je vois Batomen est de Nanga et puis Yann. Yann, vous êtes 3, non? Je crois qu'il y a l'autre là, comment il s'appelle? C'est Amel, le 3e. Oui, monsieur, c'est Ahmed, monsieur, il est malade actuellement. Ok, mais il est quand même à Nanga. Oui, monsieur, il est à Nanga. Ok, d'accord. Donc, j'espère qu'il d'ici demain, il se portera bien. J'espère. Sinon, vous allez lui remettre le lien lorsqu'il se sentira mieux. Le cours est détaillé dans le support, donc je crois qu'il pourra se rattraper.
Je ne connais pas Rezi. S'il vous plaît, essayez de vous connecter avec votre prénom ou bien votre nom. Comme ça, je sais qui est connecté, qui n'est pas là. Monsieur Rezi, ou bien c'est madame. RZ, c'est le nom de l'ordinateur, c'est toujours moi. C'est qu'on a essayé de projeter le cours sur la télévision et je suis avec une autre étudiante qui a des soucis de connexion, donc j'ai branché ma machine pour elle. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Cool. J'ai envie de voir jusqu'à où est-ce qu'il faut. Cette machine RAM aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ok, nous allons présenter le petit 5 et puis nous allons nous arrêter là pour la journée d'aujourd'hui. Dans la phase de développement du logiciel, vous avez de façon générale la phase de pré-analyse ou d'étude d'opportunité ou l'analyse préliminaire. C'est là où vous devez vous rendre, par exemple, chez le client et puis avec un brouillon, vous préparez des questionnaires. Il y a la phase de spécification ou d'analyse où vous spécifiez les différents besoins. Il y a la phase de conception. Donc, une équipe va s'asseoir et faire la conception de votre logiciel. Là, en utilisant les méthodes de conception, c'est là où UML intervient beaucoup plus durant cette phase-là. Mais il n'y a pas QML. De plus souvent, même en interne, une organisation peut décider de définir sa méthodologie de conception. Il y a la phase d'implémentation. Là, on remet le document qui est produit par la phase de conception, on le remet à des programmeurs qui vont l'implémenter suivant un langage spécifique. Et puis, la phase de test, vous avez la phase de maintenance. Okay. Donc, tout ceci intervient durant cette phase de développement ici. Cette phase de développement. Donc, la phase de développement, de façon générale, aura ces phases d'analyse, de spécification, de conception, d'implémentation, de tests et de maintenance. Okay. En plus tard, vous avez la définition de chaque phase. Qu'est-ce que chaque phase implique? La phase de pré-analyse précède le développement proprement dit. Elle répond à la question pourquoi? Pourquoi faut-il réaliser le logiciel? Quels sont les besoins? Voici quelques autres questions typiques à poser durant cette phase-là. Donc, lorsque vous allez préparer votre phase de pré-analyse, votre document doit répondre à cette question-là. Quand vous allez préparer votre document, pourquoi développer le logiciel? Comment procéder pour faire ce développement? Quels moyens faut-il mettre en œuvre? Y a-t-il de meilleures alternatives? Le logiciel sera-t-il satisfaisant pour les utilisateurs? Donc, vous répondez à ces questions-là dans la phase de pré-analyse. Pourquoi faut-il réaliser le logiciel? Et c'est pourquoi je disais, durant cette phase-là, c'est le plus souvent, vous vous rendez chez le client avec un bout de papier et puis au fur et à mesure qu'il vous dit pourquoi est-ce qu'il faut le logiciel, quels sont les besoins, vous prenez note au fur et à mesure. Donc, dans le cadre de votre projet, puisque vous avez déjà un logiciel qui est réalisé,
quelle sera l'approche pour répondre à ces questions. Alors, de toutes les façons, le document que vous préparez, essayez de réfléchir à la raison pour laquelle il faut ce logiciel et quels sont les besoins. Vous mettez à la place du client. Mais ce que nous avons l'habitude de faire, en fait, à Danga, le logiciel à réaliser portait sur la création d'une application de la bibliothèque. Donc, l'idée, c'était d'aller interviewer le bibliothécaire et puis, en fait, les responsables de la bibliothèque. Donc, après avoir interviewé cela, il fallait également interviewer les étudiants sur la nécessité d'un logiciel de gestion de la bibliothèque. Donc, du coup, il y avait déjà les personnes à qui s'adresser. Mais bon, en voulant simplifier de votre côté, essayez d'identifier votre logiciel et puis réfléchir comment répondre à ces différentes questions dans la phase de préanalyse. Donc, cette phase de préanalyse fera l'objet de l'introduction dans le document que vous allez soumettre. Durant cette phase, on fait une définition globale du problème. Okay. Il se pose également la question des ressources nécessaires pour réaliser le logiciel, budget, personnel, matériel. Donc, si vous faites une présentation déjà de la structure qui demande le logiciel, ça permet d'avoir une idée sur le personnel, le matériel qui existe dans l'entreprise. Le délai et le planning de réalisation. La réponse de la phase de préanalyse est oui. La décision est prise de réaliser le logiciel ou non. Le projet est abandonné. Okay. Dans la plupart des cas, la décision finale de la phase de préanalyse, c'est un oui, puisqu'on veut réaliser. Et puisque vous vous posez la question de savoir s'il y a des meilleures alternatives, parce que ça sert en fait à rien de développer tout un logiciel quand vous savez qu'il y a une meilleure alternative. Donc, durant cette phase de préanalyse, vous devez vous poser la question s'il existe déjà des solutions plus adaptées à ce projet que vous êtes sur le point de réaliser. Qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport à ces alternatives-là? Donc, du coup, s'il y a une meilleure alternative, donc votre projet de création de logiciel va s'arrêter à la phase de pré-analyse. Donc, durant vos projets, je ne sais pas si vous avez... prenez des projets assez costauds. Donc, n'allez pas me choisir des projets où on vous demande d'écrire un programme qui fait la division d'un nombre. Je ne sais pas qui affiche la liste divisée d'un nombre. Ce n'est pas ce genre de code. En fait, pensez à des projets costauds. Pour ceux qui ont fait projet tutoré, il y avait les projets de gestion de clinique, par exemple, les projets de gestion d'un petit commerce, projet de gestion d'un établissement, projet de gestion... C'est quoi? Il y avait le mobile. Pour ceux qui avaient fait le mobile, il y a la création d'un map. Donc, vous devez étudier les alternatives dans la phase de préanalyse. Donc, prenez note parce que je m'attends à ces détails-là dans le document à soumettre. Le document va être considéré comme votre... Je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin d'un final? Non, ça sera la note de projet parce que vous aurez un final et puis des quiz à faire en ligne. Donc, on va prendre ça comme étant votre... Monsieur, on va recevoir le PDF là avec ce que vous avez remarqué là, non? Ouais. Mais le PDF n'est pas long, c'est juste 29 pages. Donc, même si je n'ai pas marqué, prenez le temps de tout lire. OK? Donc, prenez le temps de tout lire. Juste qu'il faut prendre... Donc, je ne veux pas un travail qui sera vite fait là. C'est pourquoi le plus tôt vous commencerez à travailler sur ça, puisque vous n'allez
plus vraiment coder, ça s'agit juste d'écrire. C'est déjà mieux de commencer à faire des recherches, de savoir s'il y avait des meilleures alternatives sur le logiciel, s'il y avait de meilleures alternatives du logiciel que vous souhaitez étudier. Donc, à la fin, vous allez vous poser la question s'il était nécessaire de le développer ou d'abandonner le développement du logiciel. Donc, on produit un cahier de charge du projet ou rapport d'analyse préliminaire. Okay. Donc là, on va parler de rapport d'analyse préliminaire ou spécification du projet. Donc, tout ce que j'ai dit là, normalement, il se retrouve dans la partie introduction de votre cahier de charge du projet. Il énonce les spécifications techniques, administratives et financières du but, des besoins et la portée et des limites du projet, ainsi que ses relations avec d'autres projets. La phase d'analyse ou de spécification, dans cette phase, on répond à la question « quoi ?» Elle se fait en deux parties. Donc, l'analyse des besoins et l'analyse du système. Bon, je crois que nous allons nous arrêter là et puis parce que quelques minutes qui restent là. Monsieur, j'ai une question, monsieur. Oh, ouais. Monsieur, vous allez nous envoyer le document par quel moyen, monsieur? Par WhatsApp ou je ne sais pas. Par WhatsApp, je crois qu'il y a un groupe qui a été créé pour la... Oui, monsieur, il y a un groupe qui a été créé, monsieur. Oh, oui, oui. Ouais, je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp. D'accord, monsieur.